à tous et bienvenue sur ce troisième épisode des questions fréquentes concernant le réseau Helium. Maintenant un rendez-vous qui devient régulier d'actualité sur le réseau Helium et la réponse pour aider les nouveaux arrivants à comprendre comment arriver sur le réseau et faire les bons choix, que ce soit le matériel, l'installation ou autre. Alors au programme de cet troisième épisode, eh bien, on va voir différentes choses. Déjà pour commencer, eh bien, je voulais marquer le fait que nous soyons maintenant 250 sur le Helium France, sur le Discord Helium France. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés par le sujet à nous rejoindre parce que c'est le meilleur endroit pour poser les questions et trouver des gens qui vont pouvoir y répondre. Donc le Discord Helium France dont vous allez trouver le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, je vais vous parler du choix de hotspot, puisqu'en ce moment, c'est quand même la question qui revient le plus. Et même si dans les vidéos précédentes, je vous ai dit que globalement, ils se valaient tous d'un point de vue hardware, en ce moment, peut-être qu'il y a des éléments de différenciation qui permettent d'aiguiller votre choix sur l'un ou sur l'autre. Donc on va parler de ça. Je vous parlerai ensuite des évolutions de ces hotspots avec l'arrivée bientôt des validateurs et je vais vous expliquer rapidement comment ça marche. Et puis je vous propose ensuite de parler 2 minutes d'un nouvel arrivant dans les hotspots qui est Carlink. Et puis enfin une présentation peut-être un peu plus avancée sur la valorisation du token et puis les réflexions que voilà, les petites recherches que j'ai fait en ce moment que je voulais partager avec vous. Alors c'est parti et donc comme je vous l'ai dit, on est 250 sur le Discord France et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, ça progresse assez vite, donc peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, il y aura plus de monde de la même façon qu'aujourd'hui, il y a à peu près 25 000 antennes déployées dans le monde et sans doute c'est un nombre qui va beaucoup augmenter, donc la communauté est toujours super dynamique et ça c'est plutôt encourageant pour cette initiative. Voilà, on ne sait pas où elle va nous mener, mais en tout cas, c'est rigolo de voir la vitesse à laquelle tout ça grandit et de voir ce qu'on pourra faire potentiellement avec. À propos des usages avec, petite auto-promo qui ne va pas forcément intéresser les mineurs, mais qui peut servir par la suite. On est un peu en avance de phase, mais j'ai lancé un service qui s'appelle heliumiot.eu et qui est un service de routeur, c'est-à-dire c'est un service sur Helium qui permet de faire circuler la donnée de l'objet vers ce routeur qui est situé en France et donc d'éviter que les données partent à l'étranger. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est possible sur le réseau Helium et qui se fait pas de cette façon-là sur les autres réseaux LoRaWAN. Là en fait chacun peut devenir son propre opérateur sur le réseau Helium et donc avoir un flux de données chiffré de l'objet jusqu'à son routeur. Donc nous on a ouvert un routeur en France et on propose aussi la possibilité d'héberger les routeurs d'autres entreprises par exemple qui souhaiteraient créer un réseau privé au-dessus d'Helium. Hop, fin de l'autopromo. Pour revenir donc à nos sujets, et donc avec le sujet du choix du mineur, là, qui est la grande question qu'on a récurrente en ce moment, et c'est normal puisque tout le monde essaye d'en acheter, et on a tous la plus grande difficulté à en avoir actuellement, tout simplement parce qu'il y a des ruptures un petit peu partout. Alors comme je vous ai dit au niveau, dans une précédente présentation, au niveau technique, l'ensemble des solutions sont globalement équivalentes. J'attire un peu l'attention, c'est que certains mettent en avant le fait qu'ils ont une antenne avec un petit peu plus de gain. Étant donné que la réglementation est la même pour tous, les mineurs ne peuvent pas avoir une puissance de sortie antenne branchée qui soit supérieure les uns aux autres. Donc ils sont tous à la même puissance d'émission. Et donc à mon sens, quelqu'un qui annonce une antenne avec un peu plus de puissance, je crois que, non je ne sais plus qui est-ce qui fait ça, si c'est Syncrobit ou si c'est Bobcat, je crois que c'est Syncrobit, celui qui annonce ça, globalement, sous-entend qu'il a une puissance de sortie de son matériel qui est inférieure à celle des autres et donc il compense avec une antenne avec un peu plus de gain. Ce qui n'est pas forcément une super bonne nouvelle parce que ça veut dire que cette antenne est un peu plus directive et puis ça veut dire que globalement si vous changez l'antenne vous auriez moins de puissance qu'avec un autre. Alors je ne sais pas s'ils ont moins de puissance ou non puisqu'on n'a pas la spécification qui permet de le savoir précisément, mais pour qu'ils respectent la réglementation et donc qu'ils soient certifiés, il faut qu'ils rentrent dans les 25 mW autorisés sur l'Europe et pour cela, il n'y a pas de magie. Voilà, s'il y a du gain d'antenne, c'est qu'il en manque un peu ailleurs.
Donc voilà pour le truc auquel j'attire votre attention sur ces petites tentatives de différenciation technique qu'utilisent certains et qui ne sont pas du tout à votre avantage. Alors sinon, on va pas parler du coup de technique pour différencier les uns et les autres, mais on va plutôt aborder finalement la confiance et la disponibilité. Puisque finalement c'est ces points-là qui sont importants. Moi, les éléments sur lesquels je me base pour faire mes choix, voilà, je ne vais pas vous dire lequel choisir, parce que de toute façon ça change tous les jours, mais je vais vous dire les éléments sur lesquels je me base. Je me base sur un élément déjà qui est le fait de savoir s'il a déjà ou non livré des hotspots. Voilà, donc c'est le cas aujourd'hui de RAK, c'est le cas aujourd'hui de Bobcat. Nebra, on n'est pas très loin, mais pour l'instant, à ce jour, c'est pas encore le cas. Et Syncrobit, on n'a pas livré à ce jour. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est mon premier élément de choix, tout simplement parce que s'ils n'en ont pas livré, il peut y avoir encore tout un tas de problèmes aux premières livraisons qui peuvent amener à prendre beaucoup de retard sur les batchs suivants. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on n'est pas sûr non plus qu'ils ont l'appro composant, et ça c'est ce que nous a annoncé Syncrobit il n'y a pas très longtemps en nous disant ah bah finalement vous ne serez pas livré parce qu'en fait les composants on les a pas. Donc ça c'est super embêtant. Ou alors des problèmes sur une pièce, c'est le cas de Nebra qui nous a annoncé au moment de la livraison qu'en fait ils n'avaient pas les boîtiers plastiques. Alors quand vous voyez qu'un hotspot, aujourd'hui, s'il n'est pas trop mal placé, il peut rapporter à peu près 400-500 $ par semaine, et que vous prenez 3 semaines de délai, bah, ça fait 1 500 $ le boîtier plastique. Donc moi, les mecs, Nebra, je vous le redis, hein, mais vous me les envoyez à poil, les hotspots. Je la ferai moi-même, la boîte en plastique à ce prix-là. On peut même la faire en carton si vous voulez, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Donc moi je trouve ça super relou en fait de te planter sur un point comme ça. Donc c'est des points d'attention de savoir si on livre. Un autre élément qui est assez intéressant pour regarder, pour savoir s'ils ont livré, c'est de regarder les wallets, puisque ça c'est public, les wallets des fournisseurs des OM, des fournisseurs de hotspot, qui eux vous indiquent combien ils ont inscrit sur le réseau de hotspot. Donc comme ils le font à la fin, juste avant de... Enfin quand c'est l'utilisateur qui reçoit, qui le fait, et bien du coup ça permet de vraiment avoir une vraie vision de ce qui est aujourd'hui sur le marché pour ces routeurs, pour tout ce matériel-là. Voilà, donc ceux qu'on livré, il y a RAK qui livre depuis très longtemps. Par contre, ils ont une backlog de ouf, donc les délais sont juste assez gigantesques. Voilà, on a l'impression que ça arrive jamais. Si, ça va arriver, hein. Si, ça va arriver. Ouais, j'espère. Bon, en tout cas, on attend depuis super longtemps, c'est horrible. Et Bobcat qui est arrivé un petit peu après, qui a commencé à livrer, ça se voit sur son wallet. Je crois qu'il a surtout livré en Asie, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr de mon coup. Voilà, et a priori, ils ont d'autres batchs qui arrivent sur Europe US. Donc voilà aujourd'hui la situation. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de miraculeux. Il va falloir de la patience. Et il n'est pas impossible que certains soient jamais livrés. Normalement, tout est mis en œuvre par le réseau pour que les OM choisis soient des OM de confiance, hein, bien entendu. Mais bon, voilà, je préfère dire, ça reste un truc sur lequel vous pouvez attendre 6 mois, et voilà, peut-être que, voilà, sachez juste le, même si je dénonce rien ni personne, hein, c'est pas le but, mais ayez juste ça en tête, quoi, c'est possible. C'est un risque, voilà. On est dans de l'investissement à très haut risque, quoi qu'il arrive, dans la crypto et dans Helium, et donc vous devez vous faire votre propre opinion et avoir confiance ou non, et ça c'est votre choix, et je suis pas là pour vous influencer là-dessus. Il y a un nouvel arrivant qui a fait son communiqué de presse, qui commence à avoir le matos en précommande, j'ai vu chez Calchip. C'est Kerlink. Alors Kerlink, c'est une société qui est française, donc ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai l'impression, de ce que je comprends, c'est que c'est vendu depuis leur partie américaine. Voilà. Carlink, c'est des gens qui font de l'équipement pour les opérateurs, hein, donc ils ont plutôt du gros matos, et ils ont aussi du matos un peu plus léger, c'est celui qui déploie sur cette solution-là. Je les trouvais pas forcément pas cher, puisque je crois qu'ils sont à 400 et quelques dollars, voilà, donc c'est plutôt un mineur, enfin qui est dans la moyenne, mais qui est peut-être un peu plus cher. Après, ils font du super matos au niveau radio. Voilà, si vous êtes intéressé par voir un peu plus, alors les Kerlink, moi j'ai testé leur matériel pour LoRaWAN, donc pas la version spécifique pour Helium encore, puisqu'elle n'existe pas, hein, aujourd'hui, ça reste de la précommande. Et en tout cas, voilà, c'est plutôt une belle boîte, une boîte française, ça vaut le coup de regarder. Mais les livraisons, si j'ai bien compris, ça va être juillet-août pour les premiers batchs.
Voilà, donc encore une fois, quelque chose où il faut attendre. L'avantage Kerlink, c'est un peu comme Rack en fait, hein, c'est une boîte qui fait du LoRaWAN et du hotspot ou la gateway LoRaWAN depuis des lustres maintenant. Enfin, des lustres, ça fait des années. Hein. Donc voilà, donc il maîtrise la chaîne industrielle, il maîtrise la radio, il maîtrise le software et tout, et donc ça, c'est plutôt intéressant. Le truc sur la Kerlink, c'est que ça va pas être un mineur qui a 100% des fonctions qui existent aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils ont réutilisé du hardware qu'ils avaient déjà, et du hardware qui est beaucoup moins puissant qu'un Raspberry Pi. Alors l'avantage aussi, c'est qu'il consomme moins de jus, donc ça c'est plutôt pas mal, donc il pourra plus facilement être alimenté peut-être par du solaire, des trucs comme ça. Voilà. Mais si ce n'est qu'il y a quand même énormément de données qui passent sur le réseau, et donc bon, en 4G ça peut poser des problèmes. Et voilà, et donc du coup, il fera pas toutes les opérations, de ce que j'ai compris, il va pas faire les consensus groupes. Alors ce qui en soi en fait est pas très grave parce que ça va évoluer avec l'arrivée des validateurs dont je vais parler dans 5 minutes et qui eux vont gérer la problématique des consensus groupes. Voilà. Donc le Kerlink c'est un mineur qui est un peu entre le mineur actuel et le mineur light, mais ce qui est important c'est qu'il fait l'époque, il fait les witness et donc en fait il fait 90% ou 95% des rewards. Donc voilà, donc ça, si c'est du matos qui est disponible plus rapidement, que ça permet de résoudre les problèmes de contention sur la chaîne d'approvisionnement et tout, c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est une boîte qui a ses revenus en partie en France, enfin, qui a son origine en France. Donc je trouve que ça peut être une bonne solution aussi, mais c'est pas encore là. Donc voilà ce que je peux vous dire un peu sur le choix des mineurs. Et donc, si vous attendiez à ce que je vous dise, il faut prendre un Nebra ou un Rack ou un autre, vous allez forcément être un petit peu déçu. Mais encore une fois, voilà, il faut juste se dire que tout ça, ça bouge beaucoup, qu'il y a une grosse tension et que, en fonction des badges des uns des autres, ça va être plus ou moins rapide. Voilà. Donc ça c'est pour les petites questions. Il y a souvent la question de où l'acheter. Où l'acheter, c'est vous qui voyez. Sur le Discord France, vous avez RF Market, Cédric qui est présent. Donc qui lui en vend en direct, voilà, sans les questions de douane et compagnie. Donc vous pouvez le contacter, voir avec lui si vous voulez. C'est une source que, enfin moi perso, j'estime fiable, mais bon, il est pas loin, donc si jamais il me livre pas, je débarque chez lui, quoi. Voilà. mais bon, à vous de voir. Sinon, après les sites des fournisseurs, faites attention quand même parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'il y ait des gens qui promettent d'en avoir et qui en fait soient sur du scam. Donc les principaux sites pour regarder, c'est Nebra, c'est Calchip, c'est directement Bobcat ou Syncrobit. Eux, ils indiquent en général, quand ils ont des revendeurs, ils indiquent leur vendeur officiel. Donc restez plutôt sur ces revendeurs-là, plutôt que trouver un truc au hasard, surtout si vous promet qu'il a de la dispo. Après, si vous êtes super pressé, il y a eBay aussi. Hein. Bon, ça vaut 4000 $ à peu près en ce moment, le cours d'un hotspot sur eBay, soit 10 fois le prix en magasin. Voilà. Attention, parce que si jamais vous êtes vraiment très pressé et que vous allez sur eBay, prenez bien la bonne fréquence. Si vous prenez une version US que vous installez en Europe, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et puis on voit apparaître aujourd'hui des gens qui font du business, c'est-à-dire qu'ils précommandent, enfin ils commandent des dizaines de hotspots qu'ils reçoivent, et dès qu'ils les reçoivent, ils les mettent sur eBay et ils minent jamais en fait, ils font juste x10 sur la vente. C'est un good business aussi, ma foi, pourquoi pas. Voilà, mais enfin faites gaffe quand même parce que sur eBay, enfin je sais pas ce qu'il en est sur Helium, mais pour avoir acheté des mineurs Bitcoin sur eBay, il y avait quand même à peu près 10 annonces de scam sur une annonce qui était une vraie annonce avec un truc à vendre derrière. Et encore perso, j'ai reçu du matos défectueux. Alors cool avec les garanties eBay, finalement il ne m'a rien coûté et j'ai eu des mineurs gratuits, mais n'empêche que c'est chiant. Voilà. Donc attention à ces trucs-là. Du coup, je vais vous parler maintenant des validators. Alors, pour expliquer un peu ce que c'est. Alors, il faut comprendre en fait que dans la blockchain, donc les mineurs aujourd'hui font tous la même chose et ils font tous toutes les opérations de la blockchain. Et dans ces opérations-là, il y a une opération qui s'appelle le consensus group. Et en gros, le consensus group, c'est 16 hotspots, ou si je ne me trompe pas, 16 hotspots qui sont choisis complètement au hasard et qui sont répartis géographiquement un peu partout sur la planète. Voilà. Et donc ces 16 hotspots, une fois qu'ils vont être élus, ils vont valider les transactions qui sont sur la blockchain. Et entre autres, par exemple, c'est eux qui vont
envoyer les rewards en fait entre les différents hotspots. Voilà. Donc ils ont un rôle qui est plutôt important. Et le choix des membres du consensus group, hein, qui change à chaque époque, donc à chaque itération du réseau, doit se faire dans des conditions qui sont assez strictes pour que ça garantisse en fait que tout fonctionne bien. Et c'est une opération qui est très lourde, ce choix du consensus group, cette élection. Et tant qu'il n'y a pas d'élection du consensus group, eh ben, on ne peut pas faire les rewards, puisqu'il n'y a pas de consensus group pour valider. Et alors, à chaque époque, on renouvelle 4 membres du consensus group. Donc, il faut simplement en élire 4 nouveaux. Voilà, il y en a 4 qui s'en vont, puis 4 qui viennent. Et puis, bien sûr, on s'assure que ça tourne, hein, qu'on ne reste pas plus de 3 tours ou 4 tours dans le système. C'est ça l'idée. Donc, ce consensus group, en fait, il pose un problème aujourd'hui. C'est que, comme on a plus de 25 000 mineurs qui sont répartis sur la planète, et que ces 25 000 mineurs, ils ont tous plus ou moins des complexités pour accéder au réseau. Voilà, c'est-à-dire soit ils n'ouvrent pas leur port, donc il faut passer par des tiers, soit leur port est ouvert, mais c'est un peu compliqué de passer les firewalls qui sont présents. Enfin, il y a plein de complexités pour les joindre. Et résultat, eh ben, ces opérations-là, elles sont très longues, elles sont trop longues. Et aujourd'hui, elles ralentissent le réseau. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, on a les rewards, en fait, ils sont payés, non pas toutes les heures, ou enfin, à chaque époque, mais ils sont payés sur des durées qui peuvent être de 2 heures, 3 heures, et donc ça bloque la chaîne, ça bloque les rewards et ça pose des problèmes. Alors l'avantage, c'est que ça ne bloque pas les communications, hein, qui elles passent par d'autres systèmes, par des state channels, voilà. Donc ça ne bloque pas cette partie-là, donc ça c'est important, il n'y a pas de problème de communication sur le réseau, mais par contre ça bloque les mécaniques de reward et compagnie. Et donc ça, c'est pas scalable. Et donc, Helium, pour éviter ce problème-là, a décidé de mettre en place des nœuds, donc des mineurs qui sont différents des mineurs qui sont dans les hotspots, et ces mineurs-là s'appellent les validateurs. Et donc, le rôle de ces nœuds-là, eh bien, c'est de réaliser ces opérations de consensus group. Donc, il faut qu'il y en ait suffisamment dans le monde et répartis, de façon à ce qu'on garde la même sécurité dans la validation et exécution des transactions, bien entendu. Voilà. Mais ils vont être moins nombreux et donc par conséquent ils vont plus bloquer la chaîne et ça va permettre d'aller plus vite. Donc c'est ça l'objectif de ces validateurs. Et pour être validateur, et ben là il n'y a pas besoin de matériel en fait, c'est juste du software, il faut juste installer un mineur sur un serveur, donc il faut payer un peu de hosting et faire tourner ce logiciel là. Mais en plus, parce que sinon tout le monde voudrait l'être et on ne résoudrait pas le problème, puisque quelque part le validateur il récupère toutes les rétributions qui sont liées au consensus group, et bien pour pouvoir être validateur, il faut stacker, donc il faut bloquer des tokens durant durant une période minimum, et puis ensuite pendant toute la durée du temps où on veut être validateur. Et la quantité de tokens HNT à stacker est de 10 000. Voilà. Donc aujourd'hui à 17 $ à peu près, le HNT, ça fait 170 000 $ à bloquer pour pouvoir être un validateur. Voilà. Donc il y en a qui le font, il y a même je crois qu'il y a des pools des pools de stackers qui sont en train de se monter pour créer des validateurs de cette façon-là. Enfin voilà, donc il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour des validateurs. Et donc ça, c'est en train de se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les validateurs vont être en place, comme ils vont faire les opérations qui sont lourdes sur la blockchain, eh bien, il va être possible d'enlever ces opérations lourdes des gateways, et il va donc être possible d'avoir ce qu'on appelle des gateways light, c'est-à-dire des gateways qui consommeront beaucoup moins de réseau, par exemple, parce qu'elles n'auront pas besoin d'avoir la blockchain à l'intérieur, ou en tout cas toute la blockchain. Elles ne feront pas de consensus group, donc elles n'auront pas besoin de puissance de calcul pour réaliser ces opérations-là. Et donc finalement, elles vont se contenter de faire des POC, de faire des witness, donc la réception des POC, et de faire la transmission de la data. Donc ça va permettre de faire des hotspots qui vont coûter moins cher, qui vont consommer beaucoup moins de réseau et beaucoup moins d'énergie. Donc ça va être assez intéressant pour la scalabilité du réseau dans un univers qui est plus un univers professionnel, industriel de façon générale. Et puis aussi, même à titre personnel, ce sera intéressant de déployer ces antennes-là qui seront peut-être moins chères. L'autre avantage, c'est que du coup, ça ouvre le marché à plus de manufactureurs. Et donc, la capacité de réduire les contraintes qu'il y a aussi sur l'approvisionnement des hotspots aujourd'hui, et donc d'en augmenter le nombre, et donc d'augmenter la taille et la couverture du réseau. Donc voilà pour ces éléments-là. Et ça va me permettre finalement de faire un peu la transition sur la valeur de notre token et quelques réflexions que j'ai en cours.
sur ce dernier sujet où, voilà, la semaine dernière, le token est monté à 21 $. Donc ce qui est relativement, enfin ce qui est super élevé, hein. Voilà, je vais le dire, la croissance du truc, c'est juste un peu ouf. Donc c'est monté à 21 $, et en fait tout ça, ça se passe un peu en même temps que le moment où les OEM commencent à livrer les hotspots sur le marché. Et du coup, je me suis posé la question de quel était le lien en fait entre la valorisation et les opérations qui sont liées au fait d'inscrire sur le réseau de nouveaux hotspots. Alors il faut savoir qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un achète un hotspot, eh bien, d'une certaine façon, dans le prix du hotspot, il injecte 50 $ de fiat, voilà, donc 50 $ d'argent de notre monde réel, à l'intérieur de la blockchain Helium. Voilà, parce que quand on va prendre un hotspot et qu'on va l'enregistrer, on va faire deux opérations. La première, c'est un enregistrement sur le réseau, et le deuxième, c'est une localisation GPS, hein, du hotspot sur la carte. Donc ces deux opérations, elles coûtent des DC, hein, qui est la monnaie du réseau qui a un équivalent en dollars. Et la somme de ces deux opérations va représenter 50 millions de DC, c'est-à-dire 50 $. Si je ne me trompe pas. Non, pardon, 5 millions de DC, c'est-à-dire 50 $. Voilà. Ça veut dire que, comme vous n'allez pas payer au moment où vous recevez le hotspot, en fait, vous avez payé en amont quand vous avez commandé le hotspot. Et en réalité, eh bien, c'est le fournisseur, le fabricant, qui lui va avoir ces DC-là dans son portefeuille, et quand vous allez activer votre hotspot, eh bien, ça va détruire les DC qui sont dans le portefeuille du constructeur. C'est pour ça que, comme tout à l'heure, je vous ai dit, pour savoir si les constructeurs ont vendu les choses, on peut regarder leur portefeuille. C'est parce qu'en fait, il y a ces opérations-là qui s'exécutent, et donc s'ils ont un portefeuille de DC qui est relativement haut, c'est qu'ils ont prévu de commencer à livrer des hotspots, et puis au fur et à mesure où les hotspots sont livrés, ce truc-là doit descendre jusqu'à ce qu'il remonte, ainsi de suite. Puis sur ce panel, vous avez aussi le nombre de DC, le nombre de hotspots qui ont été activés dans l'absolu, ce qui vous permet de suivre un peu aussi le passé, pas uniquement en se basant sur le volume. Mais si vous suivez ces portefeuilles, vous pouvez voir la vitesse à laquelle les livraisons s'effectuent. On peut faire des stats assez intéressantes, sans aucun doute là-dessus. Alors donc ma question, alors au passage ça me fait penser à un truc quoi. C'est juste, moi je me dis, j'imagine quand le mec qui fabrique des hotspots, il allait voir son comptable et lui a dit, alors je vous explique, il va falloir qu'on achète de la crypto-monnaie. Oui, c'est obligatoire pour le business qu'on fait. Là, déjà, je pense qu'il était un peu en syncope, le comptable. Et donc, mais il s'est dit, bon, après, c'est un placement financier, Tesla fait ça, on va trouver une solution. Donc, mais du coup, vous allez la revendre, la crypto-monnaie. Et là, l'OM, il fait, ah non, on va la détruire, la crypto-monnaie. Bon, moi, j'ai passé à peu près 4 heures à essayer d'expliquer l'open source à mon avocat l'année dernière. Je pense que ce moment-là a dû être un moment assez intéressant entre le comptable et l'OM. Bref, passons. Donc, la question que je me pose, c'est finalement, que représente cette masse d'argent sur l'ensemble des échanges qu'il y a, et est-ce que cette masse d'argent peut influencer sur le cours, puisque finalement, il y avait un peu une corrélation entre l'augmentation du cours et la valorisation, entre l'augmentation du cours et la mise en portefeuille de HNT, de DC par les OM. Donc, je me suis amusé à faire quelques petits calculs, juste pour qu'on puisse se représenter ça et voir ce que ça représente. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça nous permet aussi d'évaluer le delta entre la valeur potentielle du token par rapport à ces opérations et la valeur actuelle, ce qui finalement, la différence est grosso modo de la spéculation. Alors, pour comprendre comment marchent les HNT, globalement, les tokens, le réseau définit qu'on va avoir 5 millions de tokens par mois qui vont être générés. Voilà, c'est le rythme actuel des tokens. Par contre ça peut varier d'un jour à l'autre, ainsi de suite, mais globalement le système va s'équilibrer de façon à livrer 5 millions de HNT par mois jusqu'au mois d'août, puisqu'au mois d'août on a le halving, et donc on passera grosso modo à 2,5 millions de HNT par mois. Voilà. Sur ces 5 millions de HNT, il y en a 30% qui va directement in the pocket de Helium Inc., donc la société qui supporte le développement de tous
ce qui permet de faire marcher Helium. Donc c'est eux qui travaillent avec les OEM, c'est eux qui font le mineur, c'est eux qui font la promo, enfin voilà. Donc il y a un certain nombre de personnes, je crois qu'ils sont une trentaine, quelque chose comme ça, et donc eux récupèrent 30% des HNT, je crois qu'il y en a une partie qui vont à leurs investisseurs, enfin voilà. Des trucs comme ça. Donc, grosso modo, tous les mois, ils prennent 1,5 million de HNT par mois. Voilà. Et donc, il reste 70% de HNT qui vont vers les mineurs, qui ont des hotspots, qui représentent 3,5 millions de HNT par mois. Voilà. Alors, quand on veut parler du cours, grosso modo, donc ça c'est la production, il faut regarder la consommation, donc on a l'offre et la demande, et côté de la consommation, donc il y a des opérations qui sur la blockchain vont détruire ces HNT, et donc il y a les opérations dont je vous ai parlé, qui sont l'enregistrement et le positionnement des hotspots. Alors il y a bien sûr aussi la transmission de données, mais on va dire qu'aujourd'hui c'est vraiment tellement petit sur la chaîne, qu'on peut l'ignorer dans le calcul que je vais vous présenter. Voilà. Les grosses transactions, les gros volumes aujourd'hui, ils sont de ce niveau-là. Et c'est pas anodin, hein, parce que le rythme de livraison des hotspots, il est à peu près 10 000 par mois. Aujourd'hui, hein, c'est à peu près l'ordre d'idée. En tout cas, ça va être la moyenne dans l'année pour atteindre les 150 000. Hein, voilà, mais mécaniquement, même un petit peu plus. Bon, on va faire simple, on va dire que c'est 10 000 par mois. Et donc, on a 5 millions de décès, c'est-à-dire 500 000 $ par mois qui sont injectés dans le système. Donc il y a une destruction de HNT à hauteur de 500 000 $ par mois. Alors l'idée c'est que pour calculer la valeur du HNT, en fait, ça veut dire qu'il faut que les OEM achètent pour 500 000 $ par mois de HNT, et pour ce montant-là, ils vont pouvoir acheter que les HNT disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a qu'un seul mec qui vend qu'un seul HNT, bah comme ils ont besoin de cramer 500 000 $ pour faire les enregistrements, quelque part mécaniquement, ce HNT-là, il va valoir 500 000 $. Voilà. Ça, c'est vachement intéressant parce que, quelque part, ça veut dire que les OEM, quand ils ont besoin d'acheter des HNT, se fichent complètement du cours du HNT. Puisqu'en fait, le cours du HNT est variable, mais il correspond à une valeur en DC qui, elle, est fixe en dollars. Et eux, ils travaillent avec les DC. Donc, ils travaillent avec cette conversion-là, et l'Oracle va faire la conversion. Donc, en gros, si j'achète un HNT à 500 000 $, l'Oracle va dire que, eh bien, pour la valeur d'un HNT, c'est 500 000 $, et donc, quand je vais convertir ce HNT en DC, j'en aurai 500 000. Enfin, fois quelque chose, puisque le DC n'est pas égal à 1 $, mais 0,001 $. Voilà, okay. Donc, on aura cette équivalence-là qui fait que ça va fonctionner. Du coup, eux se fichent complètement du cours du HNT, et ils vont juste acheter la quantité de HNT dont ils ont besoin pour générer les décès nécessaires. Et puis on verra une petite astuce intéressante là-dessus juste après. Donc en gros, ce qu'il faut regarder, c'est quel est le flottant, c'est-à-dire quels sont les HNT qui sont disponibles sur le marché, et puis ramener ça par mois, et puis ramener ça par rapport aux 500 000 $ qui sont nécessaires, et ça nous donne une idée du cours. Alors là, je fais une vision qui est mois par mois. Alors en fait, il y a un stock aujourd'hui qui est disponible, je ne le prends pas en compte dans mon calcul, c'est juste vraiment pour comprendre des mécaniques, ce que je suis en train de vous expliquer, et mettre quelques petites hypothèses. Alors, si on se disait que tous les mineurs qui sont présents aujourd'hui étaient vendeurs leur HNT, donc on veut dire qu'on a 70% du flottant. Pourquoi je prends cette hypothèse-là? C'est parce que Helium n'a absolument aucun intérêt à vendre ces HNT, et ils ont tout intérêt à les conserver pour le futur, parce qu'ils croient dans leurs produits, bien entendu, puisqu'ils le créent. Ce sera un très mauvais signe s'ils vendaient tout leur HNT. Voilà. Donc par contre, les mineurs, eux, on pourrait se dire, ils minent, ils récupèrent, ils revendent, voilà, ils ne stockent pas, et dans ce cas-là, et bien, si on regarde, c'est 70%, c'est 3,5 millions de HNT rapportés aux 500 000 $ disponibles pour les acheter. Ça ferait une valorisation du HNT à 0,14 $. Alors, bien sûr, la réalité n'est pas celle-ci, puisqu'il y a des gens qui vont stacker, hein, on en a parlé, il y a l'intérêt de stacker pour des validateurs, puis il y a aussi tous les gens qui croient dans la monnaie, on l'a bien vu, hein, certains, quand ils ont commencé à miner, la valorisation était de 0,20, 0,15, et aujourd'hui, la valorisation, elle est à 20 $. Donc il y a une croissance très importante. On peut penser qu'elle peut continuer, enfin ça peut être une stratégie qu'on peut choisir en tant qu'investisseur, et donc ne pas être vendeur. Donc ce qui veut dire que sur les HNT qui sont disponibles, il y en a 30% qui sont bloqués chez Helium, il y en a peut-être 60% qui sont bloqués chez les mineurs qui ne veulent pas les vendre. Et alors là, il y a une grande inconnue. Là, moi, j'aimerais beaucoup faire le calcul et l'analyse des wallets pour savoir qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas. C'est super intéressant. Donc, j'ai fait une hypothèse, mais qui est complètement... j'ai décidé de faire cette hypothèse juste pour voir ce que ça donnait. Donc, j'ai 60% ne bouge pas. Et donc, globalement, il n'y a que 10% de flottants.
Il y a 10% que les gens mettent en vente. Si c'est le cas, ben ça veut dire qu'il y a 500 000 HNT par mois qui sont disponibles sur le marché et il y a derrière 500 000 $ pour acheter ces HNT. Et donc dans cette hypothèse-là, la valeur du cours, la vraie valeur du HNT intrinsèque par rapport à ces actions serait de 1 $. Voilà. Alors aujourd'hui, la valeur du marché est autour de 15 $. Donc on peut dire que l'écart entre... alors je ne sais pas s'il est 1 $, c'est la vraie valeur, hein, parce que je ne sais pas si les 10% sont justes. D'accord. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a un écart qui est quand même important, quoi qu'il arrive, entre la valorisation sur le marché et puis la valorisation qui est apportée par les opérations sur la chaîne. Toutefois, c'est quand même intéressant de se dire que ce qui est apporté sur la valeur apportée par la chaîne, elle existe. Ce qui est quand même intéressant, parce que ce n'est pas le cas de toutes les crypto-monnaies. Ce n'est pas non plus le cas quand on est sur de la bourse. Hein. C'est une grosse différence entre de la bourse et les crypto-monnaies ou des tokens. C'est que les tokens eux-mêmes sont utilisés par le système, en fait. Voilà. Donc ça, c'est une différence. Et donc, ils ont une part d'utilisation qui est la source, qui est une des sources de la valorisation du token. Bon voilà, c'était pour vous expliquer ces petits mécanismes. Il y a un autre mécanisme que je trouve intéressant sur lequel je vais aussi rebondir avant d'arrêter la vidéo qui commence à être un peu longue. Eh bien, c'est sur l'impact que va avoir le cours du HNT, non seulement sur l'argent que met vraiment le fournisseur de hotspot quand vous faites un enregistrement, et sur l'évolution de la valorisation du token. Alors, moi, mon hypothèse, c'est de dire que les gens qui font du hotspot et qui donc récupèrent finalement ces 50 $ qu'on doit payer à l'inscription pour ensuite les payer en DC, eh bien, ils ont un intérêt très fort en fait à procéder à de très gros achats dans un temps relativement court pour faire booster le cours du HNT. Alors, je ne sais pas s'ils le font, hein, d'accord, très bien, j'ai fait aucune analyse pour savoir s'ils le font. Maintenant, moi je dis qu'ils devraient le faire, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, on a dit que et puis ils auraient même un énorme intérêt à se mettre tous ensemble pour le faire en même temps. Donc on pourrait avoir des effets de gros boosts à des moments sur le cours du HNT liés à ces opérations-là. Et vraiment, à mon sens, ils ont intérêt à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons par exemple que le cours du HNT au départ, il est de 10 $. Ça, c'est le cours au moment ou avant qu'il commence la moindre opération. Et en faisant des achats massifs, le cours va mécaniquement augmenter. Plus ils le font dans un temps court, et plus ça va augmenter. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble des opérations d'achat, je vous ai dit, il faut investir globalement dans les 500 000 HNT. Alors si vous regardez ces 500 000 HNT rapportés au volume qui sont sur un mois, hein, ces achats sur un mois, rapportés au volume des transactions sur Binance en HNT, qui sont de l'ordre de plusieurs millions de HNT par jour, ça représente pratiquement rien, et on va dire que l'influence de ces achats ramenés au mois est très faible. Mais si vous les concentrez sur 2 heures, dans ce cas-là, ces 500 000 peuvent représenter 100% du volume de transactions sur ces 2 heures. Et comme je vous ai dit précédemment, les gens qui achètent, contrairement aux gens qui achètent dans le but de faire de la spéculation, qui eux n'ont pas intérêt à acheter trop cher, les gens qui eux doivent griller des tokens pour faire l'enregistrement ont tout intérêt, enfin se fichent complètement de la valeur à laquelle ils achètent, et même, vous allez voir, ont tout intérêt à acheter cher. Donc ils auraient tout intérêt en fait à placer des énormes ordres sur 1 heure ou 2 heures, tous en même temps, pour faire envoler le cours. Voilà, donc ce serait relativement intéressant. Et ce serait naturel. Et donc pourquoi ce serait naturel? Eh bien parce que, donc je reprends mon exemple où on achète du HNT au départ qui est à 10 $, et maintenant tout le monde place ses ordres. Donc en fait on épuise le marché, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient vendeurs, ils ont vendu, et puis finalement, puisque tout le monde est en train d'acheter très très fort, maintenant je vais vendre, mais pas tout de suite, je vais vendre plus fort. Et donc on va passer, dans mon exemple, à 13 $, et vous voyez là pour l'instant j'ai pas fait une augmentation forte, mais ça pourrait peut-être 20 ou 30 $, à la fin de mon opération. Et donc là, ça devient très intéressant parce que, en fait, comment fonctionne Helium? Vous achetez à un cours qui change toutes les millisecondes, quelque part, hein, sur une plateforme comme Binance. Okay, donc vous achetez tout le temps et le cours, il évolue. Et à un moment, l'oracle, la transaction oracle sur le réseau va regarder quel a été le cours sur ces derniers instants et va déterminer le taux de conversion entre le HNT et le DC. Et qu'au moment où vous allez faire la conversion HNT vers DC, vous allez la faire à ce niveau qui a été fixé par l'oracle.
C'est-à-dire que si j'ai acheté à 10 dollars des HNT et que j'ai acheté des HNT jusqu'à 13 dollars, en fait j'ai une valeur moyenne des HNT que j'ai acheté. Dans mon exemple, pour faire simple, je veux dire c'est 12 dollars ma valeur moyenne. Et au moment où je vais faire mon burn de HNT pour les convertir en DC, je vais prendre le prix de l'oracle. Donc pas le prix auquel j'ai acheté, mais le prix du moment auquel je fais ma conversion. Et comme j'ai fait grimper le taux à 13 dollars, l'oracle va le donner à 13 dollars. Et donc je vais cramer des HNT avec une valeur de 13 dollars par HNT, alors qu'en fait je les ai achetés à 12 dollars par HNT. Ce qui fait que globalement, dans l'exemple que je vous donne là, eh bien, je vais récupérer 250 000 DC, mais pour un coût de 230 000 dollars. Et donc je vais déclarer, alors que logiquement, le DC étant égal à 0,001, et c'est là, normalement on doit avoir 250 et 250. Donc en fait, il y a un écart entre les deux, et ces écarts que vous voyez dans cet exemple-là peuvent être importants, puisqu'on est en train de parler de 20 000 dollars d'écart, donc ça fait quand même une marge relativement importante. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a un intérêt à faire ça, et donc je me dis qu'on peut avoir des énormes coups de boost si ces gens s'organisent bien sur le réseau, parce que la marge qu'ils peuvent réaliser sur cette partie est relativement intéressante. Et on ne pourrait même pas les taxer de manipuler le cours, parce que eux dégagent une marge de cette façon-là, hein, c'est indéniable, mais disons qu'ils ne sont pas des investisseurs sur le token, en fait. Hein, ils utilisent une mécanique normale et ils se fichent finalement de savoir à combien ils achètent le HNT, puisque ce qui est important à la fin, c'est le taux de conversion qui va être appliqué. Bon voilà, je voulais partager avec vous cette petite réflexion. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Elle est un peu longue. Peut-être que je vais la découper en 2 parties d'ailleurs. On va voir ça. Bon, en tout cas, je vous donne rendez-vous sur les réseaux. Hein, on peut discuter ensemble. Pour les questions, je vous invite plus à aller sur le Discord Helium France que sur les questions dans YouTube, parce que pour moi, c'est moins pratique pour répondre. Et puis, je suis obligé de répondre à toutes, alors que sur Helium France, on est 250 à pouvoir y répondre. Donc ça, c'est plus cool pour moi. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Ouais, c'est le truc là où il faut cliquer, je sais plus trop où. Ouais, je suis nul, moi, en youtubeur qui dit qu'il faut cliquer sur la chaîne et tout ça, mais bon, ça peut être cool de le faire. Voilà, vous n'hésitez pas à dire que vous aimez la vidéo, si ça me fait toujours super plaisir après, quoi, quand même, après ça me donne envie d'en faire d'autres et tout, c'est trop cool. Moi, je vous dis à bientôt. Vous vous rappelez aussi disque91.com, pas mal d'éléments sur les réseaux LoRaWAN et sur Helium. Il y a une entrée spéciale Helium maintenant aussi, un peu plus tech pour ceux qui veulent aller voir ça. Sur Twitter, @disque_91, voilà, et puis la chaîne YouTube, vous l'aimez, tout ça, c'est trop cool.